Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est essayiste, professeur d'histoire-géographie, Barbara Lefebvre, co-auteur des Territoires perdus de la République, qui publie aujourd'hui un essai détonnant intitulé « C'est ça la France ». Bonsoir Barbara Lefebvre. Bonsoir. Depuis quelques jours, on parle beaucoup de l'âme de la France à propos de la cathédrale Notre-Dame. Votre livre s'intitule « C'est ça la France » et vous parlez notamment de cette âme, de ce sens que l'on cherche encore. Oui, que l'on cherche parce qu'on a le sentiment de l'avoir perdu. La France est une nation qui se sent orpheline d'elle-même. Et ça s'est particulièrement exprimé à travers différentes tragédies qui nous ont frappés ces quelques années. Parce qu'il y a des moments comme ça où un peuple s'unit et on aimerait bien qu'il puisse s'unir dans des moments de cohésion positive pour avoir l'impression de partager un destin qui puisse le faire avancer. Or, on voit bien que depuis des années, effectivement, entre les tragédies des attentats ou le drame de Notre-Dame de Paris, nous nous mobilisons instinctivement, spontanément dans une émotion populaire qui nous fait du bien, qui nous réchauffe le cœur parce que justement, la nation française a coupé aussi le fil entre ces générations. Et c'est cela aussi que symbolisait Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le fil qui nous rattache et qui fait de nous un peuple, une nation. Ça, c'est important, les générations. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, l'éducation, la transmission, c'est essentiel pour vous, pour nous tous. Et vous dites dans votre livre, on a oublié d'expliquer à nos enfants comment la nation française s'est forgée. On a mis de côté cette explication. C'est en comprenant comment elle s'est forgée dans le temps très long qu'on apprend aussi à aimer la France, à aimer son histoire, à aimer ses paysages, à aimer ses héros, sa littérature, tout en sachant faire la différence entre la part de mythe et la part de réalité historique. Personne n'est naïf. Et d'ailleurs, les écoliers de la Troisième République n'étaient pas aussi naïfs que les historiens actuels les dépeignent comme si c'était de grands benets qui sont ensuite allés tous mourir sur le front en 14 sans rien comprendre. Non, les petites patries, c'est-à-dire ces identités personnelles qui sont dans le cœur de chacun, n'empêchent pas l'adhésion à la grande patrie. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le grand historien Marc Bloch, c'est un pauvre cœur que celui qui ne peut pas, qui n'est pas autorisé à enfermer plusieurs tendresses. Donc les Français sont composés, comme tout un chacun, de différentes identités, mais il y a cette identité nationale qui fait qu'effectivement on a cette cohésion. Mais ça ne vient pas naturellement. Alors comment ? Ça s'apprend et c'est un amour de la France. Comment on se réapproprie ce nous ? Comment parler de nation, de patrie, sans se faire traiter de conservateur, de populiste, de nationaliste ? Comment ? Eh bien, je pense vraiment, encore une fois, que c'est par l'histoire et par la culture que tout ça se transmet, mais on vit dans une société tellement hyper individualiste, de consumérisme et d'immédiateté, qui fait que à chaque fois cette prise de distance par rapport à l'immédiat, par rapport au présent, est difficile. Mais les gens y aspirent parce que quand vous parlez, même, on se souvient au tout début de la crise des Gilets jaunes, pas évidemment ce qu'elle est devenue, mais sur les ronds-points, il y avait cette envie de cohésion, cette envie de retrouver une fraternité qui puise justement dans ces racines communes qui ne sont pas des racines ethniques. La France, justement, la nation française, qui la caractérise, c'est qu'elle ne s'est pas fondée sur une origine ethnique commune. Au contraire, c'est vraiment une trame faite de fils différents, mais qui est serrée, qui est cohérente et qui permet justement à ce drapeau tricolore qu'est la France de ne pas se déchirer au moindre coup de vent. Justement, vous parlez du drapeau tricolore, vous appelez à une forme de sursaut, à une reconquête de ce drapeau, de notre histoire, de notre patrimoine aussi. Oui, et une reconquête sans en avoir honte. C'est surtout ça la question. Et je pense que beaucoup de Français, et de tous bords, de toutes catégories, qu'on aille à l'extrême gauche ou qu'on aille au sein des différentes droites, il y a une volonté véritablement de la part de la population de retrouver à la fois ces symboles, mais parce que derrière ces symboles, c'est l'âme d'un peuple et c'est aussi l'envie, encore une fois, de ce destin partagé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose ? C'est vrai que l'offre politique est affligeante et que les discours un petit peu creux du progressisme ne viennent pas répondre aux angoisses. Mais de la même façon d'ailleurs que les discours belliqueux de certains souverainistes ne répondent pas non plus aux attentes, parce que les Français sont finalement des amoureux de l'égalité, des amoureux de la liberté, mais même s'ils ont une âme révolutionnaire, ils sont quand même des gens modérés parce qu'ils savent justement que la nation, c'est l'échelle de la modération démocratique. Vous avez utilisé le mot honte. Pourquoi ces hontes françaises ? Pourquoi nous n'arrivons pas à montrer la fierté pour notre fierté, pour la nation, pour notre histoire, pour notre patrimoine justement ? Parce que justement, je crois que l'Europe, en règle générale, est assez grande dans sa capacité à être dans l'autocritique. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'on ne peut pas sortir de l'histoire du XXe siècle en disant, voilà, tout ça c'est oublié, on passe à autre chose. Non, il y avait effectivement un solde, la question de la colonisation, la question de l'extermination des Juifs, plus en amont même, les questions d'esclavage. C'est pas du tout des questions qu'il faut balayer d'un revers de main. Seulement, se focaliser uniquement là-dessus et être dans une sorte, non pas seulement de pardon, mais de repentance perpétuelle,
sexuelle, ça mine un corps social. Et le problème, c'est que pendant les 30-40 dernières années, on s'est surtout gargarisé de cette repentance en oubliant qu'il y avait un et en même temps et que l'histoire n'est pas en noir et blanc, que l'histoire elle est grise et qu'il fallait enseigner, il fallait aussi savoir se souvenir des belles pages de l'histoire de France. Vous parlez de repentance et de pardon, ça fait référence aussi à la religion. L'un de vos chapitres dans ce livre s'intitule Haro sur le Cateau. En ce vendredi saint, en cette semaine sainte, évidemment, ça résonne beaucoup. Oui, parce que la sécularisation de la France a longtemps été difficile, mais elle se faisait lentement, tranquillement, et puis c'est vrai qu'à partir de 1945, il y a eu une véritable déchristianisation et que cette déchristianisation, elle a en partie, parallèlement d'ailleurs à la fin aussi de l'idéologie, finalement de son miroir, de son reflet inversé qui était le marxisme, qui était le communisme, qui était cette autre religion, en quelque sorte aussi. Quand ces deux piliers-là, c'est ce que dit d'ailleurs Paul Lyonnais dans son ouvrage, dans son essai qui date de 92, quand ces deux piliers-là ont cédé, eh bien finalement c'est aussi une partie de l'identité française qui s'effondre. Mais vous posez la question ouvertement, vous dites, peut-on encore se dire chrétien en France? Vous n'iriez quand même pas, Barbara Lefebvre, jusqu'à dire qu'il y a une forme de christianophobie? Non, parce que alors là, la chasse aux phobes, ça c'est vrai que c'est pas tellement mon affaire. Et je crois que justement on en crève un petit peu de cette chasse aux phobes. Non, il n'y a pas forcément de christianophobie, mais par contre, il y a eu pendant longtemps une difficulté pour les catholiques, en particulier pour on va dire la minorité la plus importante religieuse, parce que c'est ça finalement, c'est que les catholiques se vivent comme une minorité, mais il faudrait peut-être rappeler que c'est la minorité la plus importante de France. Donc voilà, nous avons une culture judéo-chrétienne. D'ailleurs, ce qui vient de se passer cette semaine nous l'a rappelé. Qu'il faut respecter. Et vous avez parlé tout à l'heure de repentance également pour les Juifs. On peut le comprendre, tout cela. Bien évidemment, sûr, c'est inscrit dans leur ADN, dans leur histoire, sans volonté de s'enfermer. C'est ça. Mais personne d'ailleurs ne doit s'enfermer, pas plus les catholiques que d'autres. La communauté des souffrances. C'est un message universel, en fait. Voilà, parce que la communauté des souffrances, ça ne nous amènera à rien et certainement pas à rebâtir une nation apaisée où on s'en sortira vraiment à appartenir à une communauté nationale. Pour conclure, vous citez l'une des phrases d'Emmanuel Macron, une phrase de campagne en février 2017. Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse, elle est multiple. Cette phrase lui a été beaucoup reprochée. On a quand même l'impression ces derniers temps qu'il tente de sublimer cette culture française, de retisser le lien avec les Français. C'est une tentative. On verra si elle aboutit. Toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, on ne sait pas quand il est dans la communication politique, quand il est dans la vérité. Et moi, je n'ai pas encore tranché, je n'arrive toujours pas à savoir quand il est dans la réalité. On l'a vu à 23h30 en bas de Notre-Dame de Paris, il y avait une spontanéité, il y avait quelque chose de vrai qui était dit, naturel. Et puis le lendemain, il se croit obligé de nous faire un petit exposé un peu pontifiant et un petit peu infantilisant pour nous, qui était surjoué. Donc on ne sait jamais avec Emmanuel Macron où est la com et où est le fond réel de sa pensée. Le titre entier de votre livre, ça commence par « C'est ça la France » et ça finit par « Qu'a-t-on fait pour mériter ça ?» Il y a une forme de fatalisme. On se dit « Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Oui. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter l'incendie de Notre-Dame? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle situation? Le sous-titre est fataliste, mais le livre ne l'est pas, je pense, parce qu'il essaie d'explorer justement toutes les pistes qui peuvent nous permettre de recréer ce lien, parce que les Français en ont vraiment envie, et surtout ils ont envie qu'on cesse de se jeter les uns les autres des anathèmes à la figure pour essayer de reconstruire quelque chose qui nous fasse vraiment du bien et qui soit positif. Ça c'est important, positif, et le livre n'est pas fataliste, lisez-le. Barbara Lefebvre, C'est ça la France, qu'a-t-on fait pour mériter ça, aux éditions Albin Michel. Merci Barbara Lefebvre d'avoir été notre invitée ce soir sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, il est 19h18.